Plusieurs intervenants que je vous présenterai au fur et à mesure vont apporter leur éclairage à ce débat qui, logiquement, doit tous nous intéresser, enfants, jeunes, adultes et plus anciens. L'Institut du goût a une présidente, Anne-Marie Cocula, que je salue. Je voudrais, Madame la Présidente, que vous nous parliez de l'Institut du goût et que vous nous disiez un mot sur le thème qui nous réunit ce matin. C'est une association qui, au départ, est partie avec un élan communicatif afin de s'interroger sur la façon dont on peut diffuser, dont on peut apprendre, dont on peut aussi apprivoiser par rapport à toutes les générations ce qu'est le goût, comment il se développe, comment, à partir des productions de la région, la Nouvelle-Aquitaine, qui se situe en tant que région au premier rang, notamment de l'agriculture, donc comment, par rapport à toutes ces ressources, on peut travailler pour une meilleure qualité ou pour une excellente qualité de l'alimentation, tous âges confondus, avec un regard important sur les compétences du Conseil régional. Le Conseil régional, vous le savez, il est en charge finalement de tout ce qui concerne les lycées ou les EPLE de la Nouvelle-Aquitaine, en termes notamment de logement, en termes de transport et en termes de restauration. Donc, c'est une responsabilité, et cette responsabilité, elle repose bien évidemment sur le président de la région Aquitaine, sur tous les élus de la région et sur les personnels, et je pense notamment à tous ceux qui travaillent en restauration, et notamment les chefs de cuisine. Donc, c'est aussi à partir de cette compétence que nous voulons agir. Nous avons déjà bâti des projets, nous allons en reparler tout à l'heure, et aujourd'hui, il me semble que ayant convoqué des spécialistes et en même temps des collègues qui travaillent sur le terrain, on est en droit de penser que les choses vont avancer encore davantage. Alors, c'est à vous. Merci Anne-Marie. Merci Anne-Marie Coquet. Ça y est. Plusieurs intervenants, je vous l'ai dit, vont se succéder et répondront au fur et à mesure à vos questions et je vous les présenterai les uns après les autres. Sachez enfin qu'un temps sera bien évidemment réservé aux questions que vous souhaiteriez leur poser. On va commencer avec Maïté Benzo. Bonjour et merci d'être là. Vous êtes géographe et vous êtes à l'origine d'une étude qui fait référence sur l'agriculture de proximité. Vous êtes également professeur à l'université Bordeaux-Montaigne. Enfin, vous êtes responsable actuellement du programme de recherche agriculture de proximité et politique alimentaire. Donc vous êtes pile poil dans le sujet qui nous réunit. D'abord, j'aimerais que vous nous disiez quelques mots sur l'étude que vous menez. Vous pouvez enlever votre masque, vous savez. Vous parlez ? Oui. C'est plus agréable. Bonjour. Tout d'abord, merci de m'avoir invité à cette réunion. Je suis très contente pour moi de découvrir en fait l'Institut du goût. Donc, APAL, on l'appelle APAL en fait, Agriculture de proximité, politique alimentaire locale. Donc, c'est un programme de recherche qui a commencé, qui est financé par la région Nouvelle-Aquitaine, qui a commencé en 2018, qui va s'étendre jusqu'à 2022. Et à l'origine du programme, il y avait deux grands objectifs importants. Un premier objectif qui est d'ordre plus scientifique, c'était on se retrouve un certain nombre à s'intéresser à la question alimentaire par différents biais. Et l'idée, c'était de se poser la question de quelle était la place et le rôle que pouvaient jouer les collectivités dans l'animation de ces politiques alimentaires. Le travail porte essentiellement, en fait, au départ, sur les initiatives des politiques alimentaires qui sont des projets alimentaires territoriaux qui sont nés à partir, on pourra dire qui ont été fortement mobilisés à partir de 2014 et de la loi d'avenir, et essayer de trouver une méthode pour les caractériser et caractériser surtout leur diversité. Et voir ensuite comment on peut passer d'initiative à la question de politique alimentaire, parce que c'est pas la même chose en fait. Il y a beaucoup d'initiatives sur le territoire, mais toutes ne produisent pas de la politique.
Voilà, donc ça c'est l'objectif du programme. Qui mène cette étude? Alors le deuxième objectif... C'est vous qui la menez, bien sûr, mais avec qui? Oui, c'est ça. Le deuxième objectif... L'équipe, elle est composée comment? Le deuxième objectif du programme, c'était d'ouvrir une équipe qui couvre la Nouvelle-Aquitaine. Donc ça veut dire qu'on est 5 structures de recherche qui se répartissent entre Poitiers, Limoges, Bordeaux. Donc ça fait Poitiers, Limoges. Limoges, il y a 2 équipes à Limoges, il y en a 2 sur Bordeaux et il y en a une à Poitiers, l'université de Poitiers. Donc l'idée, c'était aussi de créer un réseau de chercheurs à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine qui venait de se créer. Et ça, c'est pas évident non plus parce que en fait, pendant longtemps, les programmes de recherche financés par les régions étaient financés par les différentes régions et ne communiquaient pas forcément. Donc ouvrir la recherche et cette recherche à cette échelle-là, c'est aussi une gageure du programme. Quelle est l'échéance? Pour la région, c'est 2022. C'est-à-dire que voilà, ça veut dire que les financements s'arrêteront en 2022. Pour les chercheurs, c'est jamais comme ça. C'est 2022, on arrête le financement, mais en fait, c'est là que commence souvent la recherche. C'est-à-dire qu'on a un temps d'accumulation des données et c'est à partir de là qu'on peut se l'approprier et ça prend souvent beaucoup plus de temps. Maïté Banzo, des études, il y en a des quantités industrielles, hein, les unes plus ou moins pertinentes. Comment le consommateur qui s'intéresse à ces études peut-il s'y retrouver finalement? Qu'est-ce qu'il y a comme signaux qui valident pour le consommateur, pas pour les chercheurs, mais pour le consommateur? Quels sont les signaux qui vont les valider, ces études? Alors, c'est un peu compliqué comme question, parce que, en fait, je ne sais même pas si le consommateur se pose... il ne va pas se poser forcément les questions dans le même terme. Il ne va pas voir le territoire de la même manière. Et donc, je ne sais pas s'il va y avoir une appétence pour comprendre, par exemple, les questions de gouvernance qui sont fondamentales dans la question alimentaire, entre les différents acteurs du territoire et pourquoi on peut avoir accès à ça et pas accès à ça. Donc, c'est... du point de vue du consommateur, je ne suis pas sûre que les études qu'on mène soient les premières qu'il ait envie de découvrir. Et comment il peut y avoir accès? Toutes nos recherches sont libres. En général, sur nos laboratoires, tout est répercuté. Les données sont toujours d'accès libre. Dans ces recherches en général, et je sais que les collègues du réseau en est très attachés, on fait un réel effort pour communiquer auprès de ce qu'on appelle le grand public. Et en fait, les collègues de Poitiers et de Limoges avaient structuré, et c'était la base aussi de notre réseau, un observatoire des proximités où il y a un événement qui a lieu chaque année où on convie les différents acteurs, le public, à participer et à découvrir toutes ces initiatives qui se développent sur les territoires. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui a été un peu... ce besoin, ce désir de communiquer auprès du grand public, ces initiatives, parce qu'il y en a une grande quantité. Je crois que Monsieur Stéphane sera mieux placé parce que je pense que le relais est en train d'être pris par d'autres structures, dont PQNA, à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Elle est financée, celle que vous menez, exclusivement par la région Nouvelle-Aquitaine? Non, la région Nouvelle-Aquitaine ne finance pas à 100%. Elle finance à un taux qui peut varier. Pour les sciences humaines et sociales, on peut demander jusqu'à 80%. Donc il y a toujours un cofinancement. Donc chaque structure, chaque laboratoire a eu ses cofinancements. Quel est l'investissement? Vous l'avez en tête, l'investissement d'une étude comme celle que vous menez? Le coût que ça, oui. Ce que nous donne la région? Alors là, vous êtes... c'est la question. Je suis en chiffres, j'ai une mémoire épouvantable. C'est pas grave. Tout à l'heure, il y aura Jean-Pierre Reynaud. Il pourra peut-être nous apporter la réponse. Oui. Mais je ne me rappelle plus. Je crois de la région, on a obtenu 160 000 euros, je crois. Combien? 160 000. D'accord. Je crois, plus les cofinancements.
Je crois, hein, mais non, alors, une fois qu'elle sera terminée, l'étude, le premier destinataire, c'est le président de la région, alors, en gros. Qui sont les consommateurs de cette étude? Non. Entre-temps, il y aura eu plein de gens qui en auront bénéficié, parce que, comme je dis, notre objectif, c'est pas d'engranger aussi uniquement. Aujourd'hui, dans la recherche, et surtout quand on fait des recherches de ce type qui sont très dans l'actualité, on a dans la recherche, dans le temps de la recherche, on a des temps de restitution. On a des temps de restitution. Je disais, ces journées qui sont organisées, bon, c'était l'Observatoire de la proximité, mais ça peut être toutes ces journées qui sont organisées sur les programmes alimentaires territoriaux à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Ben, en général, il y a souvent un de nous qui restitue, qui est là. Donc il y a des restitutions tout au cours du programme. Et effectivement, il y a un rapport qui est fait, mais il y a plusieurs formes de restitution dans une recherche. Il y a des restitutions, en plus, il y a des gens qui travaillent beaucoup plus avec des acteurs de terrain, donc qui font du travail d'information dans les terrains. C'est aussi un moyen de récupérer l'information. Et puis il y a la recherche, il y a la restitution scientifique qui se place souvent dans un temps qui est ultérieur. Une fois qu'on a fait du travail d'animation, qu'on a fait des restitutions, qu'on a travaillé avec les acteurs, effectivement, il y a le rapport qui est envoyé à la région. Et puis il y a l'assimilation qui prend du temps et plus la théorisation là pour restituer auprès d'un public qui est plus scientifique. Mais je voudrais qu'on revienne au sujet qui nous réunit ce matin, c'est-à-dire goût et politique alimentaire. Qu'est-ce que ça vous, et politiques alimentaires au pluriel, qu'est-ce que ça vous inspire, ce sujet? Alors, je dois dire que quand j'ai eu les questions, elles n'étaient pas toutes basées sur... enfin, moi, vous voyez, c'est une déformation professionnelle. En tant que géographe, quand j'ai lu le titre, j'ai pas vu le goût en premier, moi. J'ai vu le territoire et politique alimentaire, évidemment. Et donc c'est plutôt là-dessus que j'ai essayé de réfléchir. Et ouais. Et en fait, ce que je me disais d'abord, c'est que je l'ai dit tout à l'heure, mais initiative alimentaire et politique alimentaire, c'est pas la même chose. Et quand on parle de politique alimentaire, c'est forcément quelque chose qui va être beaucoup plus transversal, de la mise en cohérence de différentes initiatives, avec des portages qui sont des portages plutôt publics. Et c'est un temps qui est un temps de la construction de la politique qui est sans doute aussi peut-être plus long que l'ensemble des initiatives. Et pour moi, le goût, il est pas forcément central dans ces démarches. En tout cas, c'est ce que... et c'est peut-être pas à la même échelle qu'on va parler de goût. Le goût, c'est quelque chose qui est relatif à... Enfin, pour moi, je ne suis pas une spécialiste du goût, mais c'est relatif quand même à l'individu et à son ressenti. Donc, il y a des tas d'expériences du goût à travers la question alimentaire. Et je pense que... je pense qu'effectivement, toutes ces initiatives alimentaires qui cherchent à rapprocher le producteur du consommateur, il y a quelque chose. Le goût n'est pas anodin là-dedans. Il a une place importante et ça se sent ça se traduit par des expériences de gens lorsqu'ils parlent. Alors, je vais parler de l'expérience que peut-être on connaît peut-être plus tous et que moi je connais personnellement, c'est celle du panier de légumes. Il est clair que le panier de légumes, c'est une expérience du goût fondamentale. Il y a bien un rapprochement du consommateur et du producteur et que ça rentre dans une logique de circuit court. C'est un type de circuit court parce qu'il y en a plein d'autres.
qui ne rapproche pas de cette manière-là le consommateur et le producteur, mais dans celle-ci, dans cette expérience-là, effectivement, le goût est quelque chose d'important. Et il y a une réelle expérience du goût. C'est vrai que quand on récupère son panier, qui est le légume a été coupé le matin et qu'on le récupère l'après-midi, et qu'on mange ça, et qu'on a des couleurs, et qu'on a de l'odeur, ça n'est pas la même chose. Et certainement, les gens qui insistent à rester dans cette expérience-là ont un intérêt pour le goût et la cuisine qui va avec. Mais je ne suis pas sûre que toutes ces questions de circuits courts, de politique alimentaire territoriale, etc., enfin, toutes ces choses-là mettent le goût au cœur de nos préoccupations. C'est vrai aussi, je reviens sur ce que je viens de dire, c'est vrai aussi que le goût est important dans l'éducation, enfin, c'est ce qui a été dit par Madame Cocula, pour tout ce qui est et la restauration collective, notamment auprès des jeunes publics. Le goût est important parce qu'il y a une question d'éducation au goût, en se disant, bon, ben, on a désappris le goût des choses, il faut réapprendre. Mais dans les politiques et les initiatives qu'on voit, il y a plein de facteurs et d'objectifs qui alimentent ce genre de politique et qui ne sont pas forcément liés à la qualité et au goût. Il peut y avoir des tas d'arguments pour développer des initiatives, des arguments sociaux, des arguments environnementaux, des arguments économiques. Ce que cherchent les villes dans faire une politique alimentaire, c'est souvent la question de l'autonomie dans l'approvisionnement, dans les ressources. Bien sûr, elles mettent des tas de critères et la qualité en fait souvent partie, mais l'objectif fondamental, c'est d'être plus autonome, d'être moins dépendant des circuits d'approvisionnement internationaux et autres. Est-ce que vous avez le sentiment que la crise que nous connaissons, la crise sanitaire que nous connaissons, a modifié le goût des gens et l'envie des gens par rapport à la nourriture? Alors, comme tout le monde, pendant le confinement, on a fait nos expériences du circuit court. On a vu dans les quartiers, enfin en tout cas moi dans mon quartier, j'ai vu des circuits s'installer inédits. Des voisins qui disaient bah, je connais machin, je connais bidule, allez hop, on va faire venir les produits, etc. C'était pas un feu de paille pour vous? Ben, j'en sais rien. Parce que finalement, les études semblent montrer que déconfinement reprend nos habitudes et nos secteurs d'approvisionnement. En même temps, ça a créé une expérience. Et dans cette expérience, c'est marrant parce que moi, je me suis vue, peut-être parce que je raisonne du fait des études de cette manière, mais beaucoup interrogée et d'où ils viennent les produits et qui le produit et comment il le produit, parce que il y a une telle confusion entre local, proximité et qualité, goût ou bio, ou type de produit, que finalement, si ça vient de près, souvent, c'est forcément meilleur. Or, je me suis trouvée manger des fraises que je ne trouvais pas forcément très bonnes, qui venaient de Dordogne et qui étaient cueillies le matin. Donc, je me suis dit, je me demande comment il le produit. Mais je n'avais pas d'informations sur le forme de production. Bon, et en fait, il y a eu... Bon, la presse a beaucoup montré toutes ces initiatives. La région est intervenue pour canaliser ces initiatives. Mais il semble que ça, pour le moment en tout cas, ça n'avait pas développé un engouement plus fort que ça pour les circuits courts. Les circuits d'approvisionnement reviennent je sais pas, le terme normal ne me va pas, mais à ce qu'il était peut-être un peu avant. Mais en même temps, moi, ce que je me dis, c'est que ça crée une expérience du possible. Et ça, c'est toujours dans la mémoire des gens. Voilà. Et je pense qu'il y a des gens qui ont dû faire des expériences de goût pendant cette période. Parce que là, je donne un exemple, mais j'ai pris le producteur de porc fermier et il avait une super saucisse. Donc, je suis sûre qu'il y a des gens qui ont fait une différence et pour qui ça crée un préalable.
Le goût a une place dans l'étude que vous êtes en train de mener, là, ou pas? On ne l'a pas abordé de cette manière-là. Mais on l'aborde... Enfin, je ne sais pas, ça c'est une question que, en arrivant ici et en regardant un peu ce que vous faisiez, la question que je me posais entre goût et qualité, comment vous faisiez... je pense que dans la démarche de l'Institut, forcément, goût va avec qualité. On imagine qu'on ne va pas faire une promotion d'un mauvais goût. Et puis parce que derrière, ce que j'entends aussi, c'est la promotion des produits du terroir. Enfin, je ne sais pas si le terme, vous l'utilisez ou c'est adapté. Mais en tout cas, des produits qui sont des produits de la Nouvelle-Aquitaine et qu'on considère comme de qualité et à promouvoir. Donc nous, on n'approche pas les choses de cette manière-là. Ce que je me disais à monsieur, c'est que à l'université Bordeaux-Montaigne, il y a un master de géographie qui porte sur la question de la qualité des produits, la promotion de la qualité des produits. Mais dans cette étude, en fait, on s'intéresse surtout à savoir, voilà, il y a une politique qui tombe un peu d'en haut, alors qui correspond à un mouvement qui a un intérêt d'en bas, mais la politique quand même de créer des projets alimentaires territoriaux et de promouvoir des politiques alimentaires territoriales, ça vient quand même d'une volonté de l'État, d'une loi, de plusieurs lois, et les collectivités se retrouvent avec une compétence qu'elles n'ont pas, enfin, à devoir assumer un champ de compétences qu'elles n'ont pas, puisque la question agricole et alimentaire, enfin, qui ne sont pas les mêmes choses en plus, parce que ça appartient... C'est pas forcément le ministère d'Agriculture qui gère la question alimentaire, il y a la question santé aussi, puis de plus en plus environnement. Donc, les collectivités, elles n'étaient pas préparées à assumer ce type de compétences et elles doivent apprendre. Et donc, en fait, notre programme, il est beaucoup dans essayer de comprendre comment elles font, avec qui elles s'allient, quel type de gouvernance en ressort. Est-ce qu'il y a des alliances? Est-ce qu'il y a des tensions? Parce que finalement, tout le monde est dans la question alimentaire et c'est un peu confus, effectivement, pour ceux qui sont dedans, pour les acteurs qui y travaillent, mais aussi pour les chercheurs et puis encore plus, j'imagine, pour les consommateurs. Maïté, vous nous avez dit que l'étude serait bouclée dans combien de temps à peu près? 2021 ou 22? Non, j'ai pas dit bouclée, ça c'est vrai que je ne dis pas. J'ai dit que le financement s'arrêtait en 2022. Voilà. Donc si le bouclage pour vous, c'est le financement, c'est 2022. D'accord. Et s'il n'y a pas d'autre financement, l'étude s'arrête? On est déjà en train d'en demander un autre. C'est comme ça qu'on fonctionne maintenant en recherche. Et justement, il y a eu une demande... En fait, le réseau qu'on a créé à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine a été un peu un front pionnier pour développer des recherches à ce niveau-là et ouvrir sur les nouvelles, sur d'autres disciplines. On est assez géographes dans l'équipe. Il n'y a pas que des géographes, mais il y a des économistes, il y a des gestionnaires, enfin, il y a différentes disciplines, mais il y a pas mal il y a un intérêt réel pour la question territoriale et spatiale. Et avec la crise du Covid, la région a lancé un appel flash, qu'elle appelait comme ça, d'appel à manifestation pour des réflexions sur la question de la crise sanitaire en Nouvelle-Aquitaine. Et on s'était placé sur les rangs, justement en ouvrant à de nouvelles disciplines. Et bon, on n'a pas été retenu, mais l'idée c'est de présenter un nouveau programme qui soit du coup plus large, plus orienté sur la question peut-être de la crise. Merci Maïté. Xavier Stéphan est chargé de mission pour pays et quartiers en Nouvelle-Aquitaine. Son axe de travail, c'est la ruralité et l'agriculture de proximité. Donc on est pile poil dans le sujet. Oui. Entrons dans le détail de vos missions, s'il vous plaît, Xavier Stéphan. Tout à fait. Donc, en tant que chargé de mission, mon activité, elle tend à accompagner, alors dans un double mouvement, à accompagner le déploiement des politiques publiques en matière de ruralité, d'agriculture et d'alimentation notamment, en direction des territoires. Et dans un mouvement ascendant,
donc dans le sens de la remontée, c'est aussi d'être en veille sur ce qui se passe sur les territoires. Avant c'était l'Aquitaine, maintenant c'est la Nouvelle-Aquitaine, pour faire remonter un certain nombre d'informations qui peuvent venir infléchir, au meilleur sens du terme, les politiques régionales, à la fois menées par l'État et la région. Parce que Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine, c'est un GIP, un groupement d'intérêt public, qui est copiloté par le conseil régional et par la préfecture de région, qui est cofinancé, on va dire que j'essaye d'anticiper vos questions, qui est cofinancé, on va dire à parité, à la fois par l'État et la région. Alors comment faire pour à la fois assurer le déploiement de ces politiques publiques et faire remonter les réalités de terrain pour ajuster ces politiques? L'idée, c'est d'être dans une logique de médiation, à la fois par la connaissance des politiques régionales pour lesquelles on met en scène une parole régionale. En l'occurrence, c'est pas moi qui parle, là, je vous parle tout de suite. Je pourrais vous parler de la feuille de route régionale sur l'agriculture et l'alimentation. Je pense que monsieur le vice-président en parlerait mieux que moi. Donc, dans ma logique métier, si je devais évoquer la politique régionale sur l'agriculture et l'alimentation, je vais mettre en scène, entre guillemets, à la fois le président ou le vice-président de la région sur cette politique régionale. Je vais mettre en scène le directeur régional de l'agriculture ou son adjoint pour que les deux personnes puissent évoquer précisément ce que c'est que cette feuille de route régionale, qu'est-ce qu'elle apporte en termes d'accompagnement à la fois en ingénierie, en appui de terrain à la matière grise, à la fois en soutien aux projets concrets, bâtir un abattoir collectif, installer des agriculteurs, accompagner le développement de l'organisation de la plateforme de mise en vente des produits comme on a assisté dans cette période de crise. Moi, mon job, c'est plutôt de mettre en scène. Après, j'ai quand même quelques notions de ces politiques publiques, parce que pour pouvoir interpeller les gens, il vaut mieux quand même savoir avoir le fond du dossier, d'autant que sur le terrain, les collègues qui sont installés dans des postes de chargés de mission sur l'agriculture, sur l'alimentation et sur la ruralité, sur la revitalisation des centres-bourgs, sur la santé en milieu rural, etc., etc., ces gens-là sont aussi en demande. Il y a une collègue dans la salle qui se cache, mais qui est l'exemple type de mon public cible. C'est une chargée de mission qui travaille sur un des territoires de Nouvelle-Aquitaine. Alors, 2 mots sur les territoires de Nouvelle-Aquitaine. Moi, quand on me dit territoire, je vois tout de suite, on va dire, une déclinaison d'échelle. Mon premier territoire, c'est la région. Ma deuxième échelle de territoire, c'est les 12 départements. Ma troisième échelle de territoire, c'est ce qu'on appelle souvent des pays ou des pôles d'équilibre territoriaux ruraux. Donc en Nouvelle-Aquitaine, il y a 51 territoires qui occupent tout l'espace régional, et en infra de ces pays ou pôles territoriaux, vous avez les communautés de communes. Les communautés de communes, il y en a 150. Donc ça fait région, une entité. Département, 12 entités. Pays, PETR, 51 entités. EPCI, communauté de communes, communauté d'agglo, 150 entités. Je vous ai brossé le public cible de mon intervention. C'est à peu près, on va dire, 200, 300, 400 interlocuteurs cibles. Et après, au-delà de ce public cible, j'interviens aussi avec des gens qui sont des socioprofessionnels qui travaillent sur le terrain, qui ont une activité économique. Je travaille avec des chercheurs, avec Nathalie Corrade qui est à Bordeaux Sciences Agro. Bon, c'est l'occasion de se croiser, donc moi je suis très content d'être là aussi. Et du coup, mon travail, c'est un travail à la fois d'accompagnement, d'information, de sensibilisation. Les outils de cet accompagnement, c'est organiser des rencontres. Alors jusqu'avant la crise, le 12 février, on a fait une rencontre à Angoulême. On avait 230 participants, dont les représentants de l'IGNA étaient venus aussi. Là, on est dans un format séminaire où on est dans une logique à la fois de table ronde avec des gens, des experts qui vont donner une information, délivrer des éléments de compréhension et de culture, mais aussi des gens qui sont sur le terrain et qui parlent de leur expérience et qui parlent sur les questions de comment on s'installe en agriculture, comment on s'organise collectivement pour vendre des produits, comment on s'organise collectivement
pour transformer des produits, comment on valorise le goût à travers des manifestations, des rencontres, des événements. Voilà, donc moi, mon job, c'est d'être dans une médiation, faire circuler l'information, et aujourd'hui, je suis aussi dans ce rôle-là, d'informer les gens, parce que vous êtes toutes et tous des potentiels relais de ces politiques alimentaires. Ça semble comme ça, dans une logique de consommateur, vous avez posé la question, on a bien vu la gêne de Maïté de dire, c'est pas complètement dédié aux consommateurs en direct. Effectivement, on a d'une part une logique de relais. Je vous ai parlé de tout mon public cible. Et pour moi, ce public cible-là, c'est des gens qui relayent des projets, des actions qui ont quand même du sens vis-à-vis du consommateur. Et Maïté, elle a dit le bon mot, elle a dit le mot gouvernance. C'est que dans les politiques alimentaires de territoire, le consommateur, du producteur au consommateur, tous les gens sont concernés. Tous les gens peuvent avoir un avis d'expert, alors expertise d'usage, expertise technique, expertise financière, expertise politique, mais tous les gens peuvent donner leur point de vue. Et c'est aussi un peu l'idée, je pense, de la novation de cette loi d'avenir de la politique alimentaire, qui était déjà dans la pratique aussi, dans l'ADN de la région, les projets de territoire, le travail sur la ruralité, la revitalisation des centres-bourgs, l'installation des médecins à la campagne, le développement des services en milieu rural, c'est l'affaire de tout le monde et aussi des habitants. Elle a quel âge, la mission dont vous vous occupez? Elle a été créée il y a combien de temps? Alors, elle a été créée à l'occasion du contrat de plan 2000-2006. Donc, ça date de presque 20 ans. Moi, ça fait 19 ans que je suis en poste à Pays quartier de l'Aquitaine et de Nouvelle-Aquitaine. Et on a suivi le déploiement de la politique régionale à l'époque. L'agriculture et l'alimentation, effectivement, comme disait Maïté, c'était un peu le parent pauvre de l'intervention des collectivités. Les élus se disaient dans leur tête, l'agriculture, c'est l'affaire de la profession. On laisse faire le job, et le développement économique était plutôt perçu par l'accueil d'entreprises, l'installation de commerce, l'artisanat, et pas tellement par l'appui aux agriculteurs. Alors, ça a un peu changé, on va dire, dans les années 98-99. Je l'ai connu personnellement avant d'être à Pays quartier d'Aquitaine. Je l'ai connu dans une ancienne vie en Auvergne, où je travaillais dans un syndicat de communes, une espèce de pays, une centaine de communes, nord-ouest du Puy-de-Dôme, élevage dominant, charolais, bovin, viande. Crise de la vache folle, boum badaboum, tout s'effondre. Les agriculteurs, ils viennent nous voir, enfin ils viennent voir les élus, ils disent mais là on n'en peut plus quoi. Nous on fait de la satanée bonne qualité de produits, on fait de l'élevage extensif, on nourrit nos animaux avec de la bonne herbe, j'allais dire un gros mot, avec de la super bonne herbe, et là, ce qui se passe en Angleterre, ça nous fout en l'air. Les agriculteurs, j'en discutais avec un copain il y a encore un mois, il m'a dit, tu te rends compte ? À l'époque, nous, on a été interdit de vendre de la viande pendant 6 mois. Le Covid, c'est 3 mois. 3 mois de cessation d'activité. La crise de la vache folle, spécifiquement pour les agriculteurs et pour les éleveurs, ça a été une vraie tornade. Et du coup, cet événement-là, et c'est un peu la force de la contrainte, l'avantage de la contrainte négative, c'est que quand on est dans la tourmente, il faut absolument trouver des solutions pour sortir. Vous avez cité tout à l'heure les différentes strates. C'est un énorme millefeuille auquel vous avez à faire face. Comment vous vous en sortez? Parce que ça a l'air assez monumental quand même à gérer. Oui, alors c'est à la fois... Vous avez un carnet d'adresses de 3000 noms. C'est ça. J'ai 2290 hier soir. Alors, il se trouve que la métaphore du millefeuille, effectivement, on l'entend depuis très longtemps, et c'est une réalité, mais il se trouve aussi, et ça tombe bien que je parle à des gens qui apprécient le goût, c'est que moi, je suis un sacré bec sucré. Moi, j'adore la crème du millefeuille. Et du coup, ça me gêne pas de soulever ça me gêne pas de soulever les plaques de feuilleté pour faire de la crème mon miel. Ça veut dire aussi, alors, et après c'est propre à chaque caractère,
Mais moi, c'est une question de curiosité, d'envie, de goût, d'intérêt. J'ai sillonné l'Aquitaine de 2001 à 2016. Et à partir de 2017 jusqu'à maintenant, et peut-être encore plus tard, je sillonne la Nouvelle-Aquitaine. Et j'ai des surprises fabuleuses. Moi, découvrir que le département des Deux-Sèvres, c'est en termes de production agricole, c'est la France en condensé, mais ça m'a claqué, quoi. Moi, j'aurais jamais imaginé qu'on faisait pousser du melon dans les Deux-Sèvres, pour ne parler que de ça. Découvrir que la Vienne est le département en céréales qui a le plus été converti en bio, pour moi, c'est des éléments d'information et de valeur qui me plaisent, quoi. Alors, je parle de ça, je parle un petit peu de revitalisation des centres-bourgs. Mon intérêt pour le territoire, il n'est pas que lié au goût et à l'agriculture et à l'alimentation, il est lié à toutes les connexions qu'il y a entre, quand on fait une épicerie associative qui est le dernier commerce qu'on remonte dans un petit village de 300 habitants qui est mis en œuvre avec des produits locaux, pour moi, ça prend du sens. Et du coup, c'est bien plus facile de bosser dans cette idée-là quand on arrive à faire les connexions entre l'agriculture, le médecin, l'attractivité commerciale, les espaces publics, etc. Donc l'un de vos partenaires, c'est Jean-Pierre Pernaut, par exemple. Ça pourrait l'être, mais j'ai pas encore son niveau d'autorité, donc j'ai pas souhaité l'approcher. Mais ceci étant, si vous avez un plan pour l'accrocher, il faut se dépêcher là. Pas de souci. Il reste 2 mois. Là. Voilà. Non, mais on n'a pas essayé. Alors après, nous, on est sur une logique. On n'est pas forcément dans une logique et pas avec une puissance de feu d'intervenir sur un plan national. Moi, si déjà j'arrive à entretenir mes 50 chefs de projet, mes 150 chargés de mission de PCI, si j'arrive à entretenir ce public assez captif de 300-400 personnes, à l'informer, à lui diffuser, et si vous voulez vous rentrer dans la danse et venir à nos rencontres, voilà, nous on est sur cet objet régional. Au plan national, il y a d'autres organismes, il y a d'autres réseaux qui fonctionnent, donc on essaye de tenir notre place. Et surtout, on essaye de découvrir tout ce qui se passe en région. Merci Xavier. Et oui. Mais on vous retrouvera peut-être avec plaisir tout à l'heure pour les questions. Je voudrais maintenant qu'on dialogue un peu avec Beñat. Vous êtes castanéiculteur. J'avoue que jusqu'à ce matin, je ne savais pas ce que c'était. Vous allez nous l'expliquer. Vous êtes artisan transformateur et nous allons voir ce qu'est ce métier. Alors, que faites-vous précisément, Beñat ? Tout d'abord, Egunon, bonjour à tous. Merci en tout cas aux personnes de m'avoir invité ici à cet hôtel de région. Alors, moi je m'appelle Beñat Itoitz, je suis... Itoitz, oui, je n'ai pas dit votre nom. Non, mais c'est pour ça que je vais le prononcer, ça évitera de... J'étais tellement angoissé par le nom de votre profession que... Je comprends, les deux vont de pair. Bon. Moi, je ne suis pas... J'habite Macaille, je ne suis pas du tout issu du monde de l'agriculture. J'ai une autre formation. J'étais tout simplement compagnon du Tour de France de métier tapissier et je suis arrivé à l'âge de 55 ans, après bien sûr des échecs d'entreprise, comme tout chef d'entreprise peut en connaître, à essayer de trouver un projet qui me tenait à cœur. J'ai toujours mené on va dire, des réflexions sur l'environnement de mon Pays Basque que j'aime tant, mais ça, j'ai pas besoin de vous le dire. Je le répéterai assez tout le reste de l'intervention. Je me suis toujours préoccupé de la transmission, mais ça c'est de par ma formation, de la transmission de nos territoires. Parce qu'en fait, on parle bien sûr des territoires, mais il y a aussi une chose qui est très très importante, c'est comment nous allons les laisser. Donc, je me suis toujours, après un périple dans la France pour ma formation, je me suis bien sûr intéressé à mes bassins versants, mes montagnes basques, mes cours d'eau, les systèmes environnementaux qui régissent tout ça. Et bien sûr, l'eau, les espèces piscicoles, les insectes, les bois, les différentes essences contribuent à ces écosystèmes qui sont tous d'une fragilité extrême et qui sont de plus en plus mis à mal par, bien sûr, des aléas climatiques, qu'ils soient
chaud ou froid. Donc, suite à ça, je mets un peu le contexte pour arriver à mon activité. Je me suis intéressé, je me suis lancé dans un projet multifacette visant à réécrire de manière très ambitieuse un scénario alternatif au retour à la Terre. Il était basé sur une étude démographique d'abord de mon territoire, comment il était composé. J'ai commencé à la fin du 19e siècle, là où il y a eu les plus grandes mutations de population. Et le challenge était tout simplement d'écrire un mémoire basé sur une petite étude économique, démographique, et qui voulait faire revivre l'ensemble d'une ferme dans un milieu de moyenne montagne, ce qu'on appelle aujourd'hui des zones intermédiaires, qui sont en déprise totale sur les territoires, partout en France, je tiens à le dire, et visant à retravailler, à réécrire un modèle, en tout cas, sur des terres non mécanisables, sans production de protéines animales, et également pouvant faire vivre une famille, c'est-à-dire sans revenir au paléolithique inférieur, ni au Moyen-Âge, et pouvoir faire vivre aujourd'hui une famille composée de 2 enfants avec le quotidien que nous connaissons tous, c'est-à-dire une voiture, une tablette, un smartphone, et voilà. Il y avait juste quelques petites prises de conscience sur l'utilisation énergétique qui était vraiment la seule problématique en tout cas. Et j'ai décliné ainsi un mémoire composé, donc lissé sur une activité composée sur 5 chapitres, lissé sur l'année, bien évidemment pour diminuer le risque de la monoactivité tel qu'on peut le voir et tel que l'a expliqué mon voisin avec le problème de l'élevage viande, c'est-à-dire qu'il n'y a que de la monoactivité, bien sûr. Quand tout le monde sait que quand on marche que sur un pied, eh bien, si ce pied flanche, eh bien évidemment la descente est difficile. Et donc ce mémoire était basé sur 5 chapitres visant justement à lisser et à diviser ce seuil de risque qui aujourd'hui est vraiment le problème majeur, dans l'activité actuelle, mais également dans la transmission. Je reviens toujours à la transmission de ces outils de ruralité, et bien sûr qui donnent et qui sont la colonne vertébrale de nos territoires. Sans ça, nous n'existons plus. Donc on a aussi également des problèmes de transmission partout dans la ruralité. Donc le premier chapitre, je vais vous en parler, c'est celui de la châtaigne. J'espère que j'aurai 12 vies comme les chats pour pouvoir mettre en place les autres, ou de les transmettre en tout cas. La vocation, c'est m'intéresser au sujet de la châtaigne, d'en reconstituer son histoire, de savoir si aujourd'hui historiquement il y avait une possibilité ou non, puisque c'est l'histoire qui nous apprend ça, de relancer une activité et pourquoi pas créer une filière très qualitative de la châtaigne sur notre Piémont basque, de savoir s'il y avait de la châtaigne, 1, de savoir s'il était bonne, 2, et de savoir 3, qu'est-ce qu'il fallait faire pour la faire renaître. Donc la castanéiculture, c'est cette définition-là, c'est-à-dire on travaille des arbres, et ensuite on travaille des fruits pour y amener une transformation qualitative. La castanéiculture que j'ai choisie, moi, je l'ai choisie après une analyse stratégique qui a été réalisée en 2016 sur la vision de la châtaigne mondiale, c'est-à-dire qu'est-ce que la châtaigne dans le monde. Donc, je ne vais pas vous en faire part, c'est un document que j'ai fait faire par une analyste de l'entreprise, qu'on dit de l'intelligence d'entreprise. Et donc j'ai ce document qui fait à peu près 90 pages, que cette personne me maintient en veille pour savoir qu'est-ce qui se passe autour de la planète châtaigne. Bien évidemment, point de développement, sans connaissance des marchés et de la réalité des terrains. Et aujourd'hui, dans le petit village qu'est la planète, il est très important de pouvoir orienter en tout cas des choix économiques, territoriaux et bien sûr alimentaires par rapport à ce qui se passe aussi ailleurs. La châtaigne, pourquoi également? Parce que en fait, ailleurs, c'est où on produit de la châtaigne, à quel endroit dans le monde? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour dire tout à fait simplement, l'Europe, depuis la Turquie jusqu'au Portugal, ne produit que 5,6% de la production mondiale. C'est plusieurs millions de tonnes de châtaignes produites sur la planète. Le premier producteur de châtaignes est de la Chine, avec 83% de la production mondiale. Alors, on va essayer d'être gentil avec les Chinois ce coup-ci.
1960, c'était la Chine communiste. Ils ont eu quand même 30 millions de morts d'une famine. Et Mao Tse-tung a mis en place une politique de replantation du Castanea mollissima, qui est le châtaignier indigène chinois. Ils ont fait planter des milliers de sujets. Ils se sont propulsés tout seuls à la première place. Ils continuent leur progression. Ils consomment 70% de leurs châtaignes et nous envoient le reste. Les autres pays, c'est la Bolivie, la Chili, qui produisent beaucoup de châtaignes. Ils sont en hémisphère sud. Ils alimentent les outils industriels français et européens, bien sûr, car nous n'avons plus de châtaignes. Plusieurs essais ont été faits en Californie, puisqu'ils ont une châtaigne également propre. Des essais en Australie ont été faits. Et le dernier entrant, c'est l'Afrique, qui a commencé à planter quelques centaines d'arbres. On a un retour de veille là-dessus. On est en Centrafrique et sur bien sûr une altitude bien précise, on peut cultiver du châtaignier, puisque ça reste quand même un arbre du sud, pour le fruit je parle. Voilà. Donc la France, bien sûr, malheureusement, est au fond du classement. On a loupé le virage alimentaire de cette châtaigne, les enjeux économiques. On a loupé le train de la châtaigne, on importe 80% de notre châtaigne. On produit 7300 tonnes de châtaigne en 2019. Et on en importe pour des besoins industriels, voilà, 80%. Et vous-même, vous en produisez combien de... Alors moi, je ne suis pas dans cette danse infernale, je suis plutôt à la recherche de la création d'un modèle économique. Justement, on parlait tout à l'heure de modèle économique, je pense que ces modèles sont à réécrire. Et ce que disait Maïté, pardon, je devrais m'en rappeler quand même. Ce que disait Maïté, c'est effectivement il faut parler de politique. La politique, la dernière qui a été mise en place et qui a conditionné aujourd'hui tout ce que nous faisons, ça a été aussi la création d'un modèle agricole. Donc, moi, dans mon tout petit village de Macaille, qui est au centre de la châtaigneraie basque, j'ai vocation à créer ce modèle. On récolte à peu près 12 tonnes de châtaignes que nous transformons entièrement. Et l'idée, en tout cas, c'est surtout de ne pas pouvoir lutter dans cette cour des grands parce que nous n'avons pas les territoires adaptés à ça. Donc il faut être conscient aussi de ses limites et de ne pas courir après des modèles qui ont des influences, 1, environnementales, 2, économiques et 3, alimentaires. Ce sont les 3 curseurs aujourd'hui que je veux aligner parfaitement pour valider en tout cas ce projet, pour lui donner une dimension bien sûr environnementale puisqu'il travaille sur les arbres et le patrimoine que nous avons et que je suis en train de retrouver ou de redynamiser. L'économique, parce qu'un des projets, il faut faire très attention aussi et moi je suis issu du monde de l'entreprise, et oui, il faut aider, mais il ne faut pas mettre sous perfusion. Donc, aujourd'hui, il faut pouvoir créer des modèles économiques qui soient autosuffisants et qui soient créateurs de richesse. C'est-à-dire, alors, une richesse, bien sûr, au sens large du terme, mais une richesse aussi qui permette de payer la sécurité sociale, les autoroutes, les feux rouges et tout ce que la société se partage et mutualise au niveau des dépenses. Donc, l'enrichissement est une condition essentielle à la survie des projets ou de la renaissance des projets. Et enfin, l'alimentaire, puisque c'est ça qui nous rassemble aussi aujourd'hui, l'alimentaire conditionne également notre survie sur la planète, puisqu'aujourd'hui, c'est des politiques, et je reviens au propos de tout à l'heure, aujourd'hui, les 2 challenges qui nous attendent, aujourd'hui, c'est l'environnement et l'alimentaire, à savoir ce que nous allons manger, et surtout également ce que nous allons produire, et ce que nous allons boire, à savoir au travers de ce qui est indispensable, c'est-à-dire de l'eau. Donc, il faut être tout à fait conscient, en tout cas, de ça. Mon expérience de châtaigne, c'est très symbolique. Hein. On s'inscrit dans un marché de niche de très haut de gamme, puisqu'on a la vocation à devenir, c'est ce que nous sommes, j'espère, une châtaigne grand cru. Nous travaillons tout à la main. On revient à passer des heures et des heures à gratter des millions de châtaignes. On se fait réapproprier l'histoire des habitants locaux en disant c'était comme ça, c'était comme ça. Il ne faut pas oublier que les enjeux sont peut-être plus importants que ce que nous pensons au niveau de l'aliment et au niveau, en tout cas, de ce qui va conditionner notre avenir à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc,
oui, l'aliment est indispensable. Le goût, là, pourquoi j'ai accepté de venir aussi ici? Parce que je crois fondamentalement, moi je suis issu de ruralité. Le seul lien que j'ai avec la ruralité, mon père était berger aux États-Unis. On était issus de familles d'ouvriers agricoles. Nous n'avons pas de terre, nous ne sommes pas des riches propriétaires fonciers. Eh bien, je me souviens, moi, toujours, c'est qu'on a des goûts référents. Et ces goûts référents aujourd'hui, ce qu'a dit Maïté, c'est surtout lié à l'éducation primaire de base que nous pouvons avoir. Oui, on peut la transmettre, j'en suis persuadé, on peut amener ce côté éducatif, mais je pense réellement que le travail de fond et la majorité du travail de fond qui nous reste à faire est devant nous et que nous avons une tâche et surtout un devoir de le faire pour ne pas glisser vers une linéarité de goût qui serait préjudiciable à notre vie en tout cas. Beñat, vous avez combien de personnes dans votre équipe qui travaillent avec vous? Alors j'ai toujours plaisir pour faire cette châtaigne grand cru. J'ai toujours plaisir à dire que nous sommes 3. J'ai mon épouse, ma femme et moi parce qu'elle compte double. Voilà. Donc non, nous avons également fédéré aujourd'hui autour de notre activité. On a volonté à créer de la richesse de manière sur un modèle économique. Ce modèle économique, il est basé sur une figure de proue qui est notre lieu de travail. Je vous invite un jour à venir le voir. Eh bien, dans l'idée, c'est pas dans l'idée, puisqu'on le réalise comme ça, c'est une économie qui n'est pas pyramidale, c'est une économie qui est horizontale, ça c'est la première des choses. Et ensuite, elle est horizontale certes, mais elle est aussi circulaire. C'est-à-dire qu'on crée aujourd'hui des postes de travail, mais qui ne sont pas basés sur notre structure productive. On est en train, par exemple, d'ouvrir aujourd'hui, nous transformons 100% de notre châtaigne. On n'a pas d'ouverture aujourd'hui parce que c'est trop compliqué à faire de la châtaigne fraîche pour vendre en saison. Mais par contre, on est en train d'ouvrir un autre volet qui est le volet sucre de la châtaigne, c'est-à-dire tout ce qui est confiserie, etc. C'est-à-dire tout ce qui se passait autrefois en France, et particulièrement dans le Var, à Colobrières, et qui a disparu et qui est parti maintenant dans l'outil industriel. Donc, ce marché de niche qui va capter aujourd'hui, et on est en train de former une personne, elle a passé une formation de chocolatier et confiseur, et maintenant, ça fait 3 ans qu'on travaille avec elle pour qu'elle puisse monter sa propre structure. On lui amène des cahiers des charges, et donc il y a une activité circulaire qui est en train de se créer, petit à petit autour de ça, et chacun ensuite va monter son niveau d'activité économique en fonction, bien, 1, de ses compétences, 2, de sa volonté, puis peut-être 3, de son envie de s'enrichir ou de travailler. On a fait la même chose également pour le pelage de châtaigne, pour que les personnes se réapproprient un travail fastidieux, ce travail de peu, dans lequel il y a tant à faire sur nos territoires, je pense, de Nouvelle-Aquitaine, avec des histoires, et qu'on a laissé de côté ces 50 dernières années. Merci Beñat. Je voudrais que Jean-Pierre Reynaud nous rejoigne sur cette estrade. Jean-Pierre Reynaud, vous le savez sans doute, est vice-président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, avec pour responsabilité première, chacun le sait, l'agriculture, et l'on connaît son poids en Nouvelle-Aquitaine. Le poids de Jean-Pierre, mais aussi le poids de l'agriculture, je voulais dire. Votre éclairage, Jean-Pierre Reynaud, sur les sujets dont nous parlons depuis ce matin, beaucoup de choses ont été dites. Je vous ai vu un peu réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ce qui a été dit, là, un petit peu ? Bonjour à toutes et tous. Donc alors, ce que j'en pense, moi j'ai trouvé la présentation très intéressante. Donc elle s'inscrit, tout ce qui a été dit s'inscrit parfaitement dans la politique de la région, puisque effectivement j'ai en charge l'agriculture, l'agroalimentaire, puis après tout ce qui va avec, la pêche, l'ostréiculture, la forêt, dont on n'a pas parlé ce matin, mais qui est un élément important de l'occupation de nos territoires et des réponses en termes de climat, on pourra apporter.
Donc on a, et je suis également, j'ai la responsabilité de l'Agence de l'alimentation, donc qui est en charge de faire la promotion et la communication sur toutes les politiques de qualité, qui sont quand même un des marqueurs forts de l'agriculture de Nouvelle-Aquitaine. Donc avec, on est la première région autour des signes de qualité, donc voilà, que ce soit IGP, AOC ou Label Rouge. Donc, et on a également au niveau de l'agence la mission d'accompagner les entreprises sur leur marché, donc à l'international bien sûr, mais aussi, et on l'a vu au travers de cette crise, ça a été de se dire comment on peut accompagner les agriculteurs pour répondre ou retrouver un marché, parce que certains se sont retrouvés avec plus de marché, puisque tous ceux qui étaient qui accompagnaient, qui alimentaient la restauration, donc du jour au lendemain, donc il a fallu réagir très vite. Et je dirais qu'on a quand même trouvé ou je veux dire, géré la situation dans laquelle on s'est trouvé au mois de mars. Pas trop mal, donc il y a eu vraiment où tout le monde s'est mobilisé, les organisations professionnelles, mais aussi les collectivités intercommunales, départementales. Avec les chambres d'agriculture à ce moment-là, oui. Avec les chambres, avec les filières, enfin avec tout le monde. Donc, et je crois qu'on a, bon, on avait, au niveau de la région, on s'est beaucoup mobilisé autour d'une plateforme collaborative et solidaire, donc autour de l'ANA, sur cette plateforme où il y a eu énormément de producteurs qui se sont mobilisés pour répondre à ces... Voilà, et apporter du service, puisque c'était non seulement produire, mais c'était aussi livrer. Donc c'était intéressant. Donc, et on a, au travers également de l'association des gestionnaires de lycées, donc avec la région, mis en place une plateforme et un drive donc dans les lycées qui a également bien fonctionné. Par ailleurs, ça a fait quand même apparaître, il y a eu effectivement une forte demande des consommateurs sur le circuit court, donc où chacun sur les territoires s'est beaucoup mobilisé pour répondre, donc, et je crois qu'il y a eu une bonne réponse de la part des consommateurs. Voilà, même si on constate bien que ça a retombé, mais ça a fait apparaître enfin, des manquements forts, enfin, je veux dire, ou d'équipements, donc, et notamment, et c'est pour ça qu'on a même mis en place au niveau de la région des accompagnements, donc en termes d'accompagnement sur des outils numériques pour pouvoir gérer ce type de marché, ce type d'activité, parce que c'était comment répondre sur une plateforme collective. Donc voilà, donc on s'est rendu compte que les équipements à la ferme et même au niveau des plateformes, on était un peu loin de... Voilà, donc il a fallu s'adapter très rapidement, donc, et on a mis en place un chèque numérique, donc pour pouvoir aujourd'hui, que sur les exploitations qui le souhaitent, de pouvoir répondre. Bon, moi, je crois que c'était sur le débat qui a eu lieu ce matin, donc je finirai peut-être par le goût tout à l'heure, mais les projets alimentaires territoriaux, je crois que c'est quelque chose qui est... Parce que quand on discute ou qu'on lance un projet tel que celui-là, donc on se rend compte, ce n'est pas que l'agriculture, parce que l'agriculture, c'est une chose, donc, mais c'est de faire vivre le territoire. Derrière, il y a tout l'écosystème qui doit fonctionner pour que tout ça puisse se mettre en place. Donc il y a la transformation, il y a la distribution, un circuit court ou de proximité, parce que il faut, moi, on ne va pas remettre en cause les magasins de proximité, mais il faut qu'on puisse avoir cette réponse là aussi, parce que, enfin, je ne sais pas, c'était M. Beignat donc, qui le disait, donc sur les territoires, il faut qu'on crée de la valeur.
Et cette valeur, donc, et il faut qu'on crée cette valeur avec des productions diversifiées, répondre. On l'a vu, moi je ne fais pas les courses chez moi, mais un jour ma femme, j'habite dans un petit village de 1500 habitants, il y a un petit supermarché, donc il n'y avait plus de farine dans les rayons. Donc on est quand même une région céréalière. Vous avez parlé de la Vienne tout à l'heure, ou de Poitou-Charentes, et puis partout en Nouvelle-Aquitaine, on a beaucoup de céréales. Et il n'y avait plus de farine dans les rayons. Alors, quelques jours après, c'était revenu, mais c'était de la farine allemande. Donc, il faut quand même qu'on se pose la question. Donc, et je crois qu'il faut vraiment qu'au travers, qu'on ait en réflexion, parce que c'est pas qu'on manque de production sur la région, on a largement de quoi alimenter notre population régionale. Mais il faut qu'on s'adapte et qu'on puisse être en capacité de répondre, pas sur l'ensemble de l'alimentation, parce qu'on aura besoin ou des envies des fois de produits plus exotiques, mais il faut que l'essentiel, quand on parle de souveraineté alimentaire, il faut qu'on soit en capacité de répondre. Jean-Pierre, s'adapter, ça veut dire quoi? Ça veut dire être plus rigoureux, plus directif? Comment on peut s'adapter? Qu'est-ce qui empêchera demain que ce soit de la farine allemande qui arrive dans votre village de 1500 habitants? Il faut avoir l'offre. Mais qui va s'en occuper de l'offre? Écoutez, ça fait partie, c'est le travail qu'il faut qu'on mène avec l'ensemble des collectivités, bien sûr, mais on peut être que incitatif. La région et les collectivités territoriales n'ont pas de pouvoir réglementaire. On ne pourra imposer rien à personne. On peut simplement organiser des choses pour qu'on réponde à un marché. Vous avez l'impression que ça avance là, sur ce terrain-là ou pas? Moi, j'espère que l'épisode qu'on vient de vivre fera prendre conscience à certains de ce problème-là, donc, et que on va y travailler. Enfin, en tous les cas, c'est dans le cadre de la feuille de route qu'on s'est fixée et du travail qui est fait avec PQNA. Donc, c'est tout un ensemble d'animations territoriales qu'il faut qu'on mette en place. Les choses, elles se feront pas non plus. Et là, le chef d'orchestre, ça doit être la région. Notre compétence première, c'est les développements économiques et voilà, c'est quand même du développement économique, parce que sans économie et sans économie territoriale, tous les problèmes, d'alimentation bien sûr, mais environnementaux et tout, ne seront pas bien traités. Donc il faut qu'on développe de la richesse, qu'on crée de la valeur sur le territoire. Et créer de la valeur, c'est ne pas être que producteur de matières premières. C'est derrière, il faut qu'on aille... qu'on transforme nos produits. Donc voilà, on parle de la châtaigne. Donc on était une région très très importante en termes de production de châtaigne au siècle dernier ou celui d'avant. Donc à l'échelle française, je ne dis pas à l'échelle du monde, mais aujourd'hui, ça a un peu disparu. Alors c'est en train de se réalimenter, mais il faut que cette production qui se met en place ne soit pas que de la matière première qui ira alimenter des usines de transformation qui sont... Dans le budget de la région, je sais qu'il y a X lignes qui concernent l'agriculture. Mais est-ce qu'on peut avoir une idée du budget que la région de Nouvelle-Aquitaine consacre à l'agriculture, à son développement et à son organisation? Alors, à l'aborder comme ça, c'est difficile, parce que c'est quand je dirais, le budget agriculture dans son ensemble, oui, on va dire, c'est autour de 80 millions d'euros, le budget actuel. Mais derrière, il faut prendre en compte le budget européen, des aides européennes qui sont liées à ce budget-là. Qui viennent en plus. Qui viennent en plus. D'accord. Voilà, donc c'est... Et on double la mise, là, oui. Oui. Largement. Si on est sur le second pilier, donc c'était quasiment 200 millions d'euros par an, donc de crédit. Donc alors, il y a
largement la moitié de ces 200 millions qui sont pour compenser, c'est-à-dire que ce qu'on appelle l'ICHN, l'Institut l'indemnité compensatrice pour les handicaps naturels, c'est-à-dire c'est la montagne, les zones défavorisées. Et après le reste, c'est tout ce qui est investissement, mais c'est la bio, c'est les mesures environnementales, c'est tous ces aspects-là qui sont traités dans le cadre des crédits européens. Donc, globalement, c'est 200 millions. Globalement, c'est 200 millions à l'heure actuelle. Oui, voilà, disons qu'on va le dire, budget parce qu'après, il y a quelques tout compris, crédits. c'est 200 millions. Ouais. Non, parce que c'est un chiffre qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que, comme on a la chance de vous avoir, voilà, alors je vous donne ça en macro, je ne vous le donne pas au million près. Donc, parce que... au million près, ah oui, carrément. Ah, quand même. Oui. Si. Parlez-nous du goût, puisque c'est le sujet de... Et je sais... Non. Vous avez dit que vous vouliez en dire un mot sur le goût. Oui, parce que c'est... moi, je crois qu'il y a l'alimentation, donc il y a deux choses, et je n'ai pas entendu ce matin, mais qui me semble importante à partir de l'alimentation. Il y a la partie santé, donc, et la partie goût, parce que c'est aussi du plaisir. Donc, je crois qu'il y a un vrai travail. Moi, j'avais beaucoup aimé... on avait fait une petite réunion, malheureusement, qui était mal tombée, parce qu'il y avait une tempête, donc on n'avait pas eu de... Mais avec un chercheur du CIRAD sur le rôle qu'a joué l'alimentation dans l'évolution de notre société ou de civilisation. Donc tout ça, c'est au cours des siècles précédents. Donc ça s'est fait avec l'arrivée des épices il y a quelques siècles de cela. Donc, et notre manière d'évoluer dans la société, on a évolué de manière différente en fonction de l'alimentation. Donc, et ça, c'est important. Et moi, je trouve que il faut qu'en agriculture, on ne peut pas être que sur des... Tout à l'heure, Beñat évoquait un marché de niche de haut de gamme. L'alimentation, elle ne peut pas être que ça, mais elle doit toujours être exemplaire au niveau sanitaire et contribuer à améliorer la santé et procurer du plaisir. Alors, après, et ça, on doit s'attacher quand même dans les développements dans le cadre de la transition, on n'a pas évoqué la feuille de route Néoterra, donc, mais qui est importante parce qu'on sait que les pratiques vont devoir évoluer. Donc, j'ai vu je lisais ce matin que l'Europe veut que, à l'échelle de 2035, je crois, l'agriculture soit neutre au niveau carbone, donc il y a du travail, il y a du boulot à faire, donc, mais moi je suis prêt à y contribuer si on peut, et c'est d'ailleurs l'engagement qu'a pris la région avec Néoterra, mais il faut qu'on perde jamais de vue, donc voilà, et puis moi je suis pour le respect quand même des traditions, et j'avoue que ça me met chaque fois très en colère quand j'entends qu'on veut développer supprimer certains éléments que moi je considère indispensables de notre alimentation. Donc je parle de la viande, bien sûr, et avec la mise en œuvre de steaks ou la mise en place de steaks végétaux ou de protéines dont on ne connaît pas la provenance. Mais voilà, moi j'espère qu'on résistera et qu'on continuera d'être... Voilà, parce que je crois que ça fait partie de vos missions d'élus. Absolument, et puis je crois que c'est un élément important dans notre culture, et donc voilà, même si tout ça doit se faire avec mesure et voilà, donc d'être et d'avoir l'importance, c'était
Xavier qui le disait, donc voilà, éviter de trop spécialiser notre agriculture, parce qu'on le voit quand il y a des crises sanitaires ou des problèmes comme celui qu'on a vécu. Voilà, c'est les gens qui sont spécialisés, quand ça tourne sur cette production-là, donc ça met à mal tous des secteurs importants de notre agriculture. Donc, mais en tous les cas, il faut qu'on continue et qu'on a besoin d'avoir une agriculture diversifiée qui produise la qualité. Ça, on y est déjà engagé, mais je crois qu'il faut faire évoluer là aussi et les pratiques et les cahiers des charges de nos signes de qualité vers plus d'environnement. C'est les attentes et le besoin qu'il y a pour répondre aux grands enjeux du changement climatique, bien sûr, et tout ce que cela va provoquer. Voilà, mais le chantier est important, mais ô combien intéressant. Donc, merci Jean-Pierre Reynaud. Je vous l'ai dit, un petit temps est réservé aux questions, soit à Jean-Pierre Reynaud, vice-président de cette assemblée, soit l'une ou les autres de nos intervenants. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Alain. Oui. Alain. Oui. Oui, bonjour. Non, c'est en haut, là, Alain, c'est là. Je te remercie de me passer la parole. Oui. Oui, donc je voulais juste rebondir, maintenant qu'on a vu les vidéos, à ce qu'a dit notre chercheuse, Mme Maïté Banzo. Bien évidemment que le goût vous concerne, parce qu'il ne s'agit pas de goût papille, il ne s'agit pas de goût comparatif d'un produit à l'autre. Il s'agit du goût de choisir, en fait, du libre choix que vous avez de votre acte alimentaire, de votre acte d'achat de l'alimentation. Et si on fait des politiques territoriales sans essayer de faire comprendre aux gens qu'est-ce qui est important pour eux par rapport à ce qui les environne, que ce soit la terre, que ce soit l'espace, que ce soit les images que l'on a, c'est pas la peine qu'on travaille, parce qu'on n'aura jamais assez de poids marketing face aux multinationales des produits préemballés, comme le dit ou le suscite discrètement la vidéo, si on ne donne pas aux gens l'envie de choisir en fonction des conséquences de son choix. On a l'habitude de dire, c'est peut-être un peu exagéré, si vous ne mangez pas d'eau soyerati, vous ne ferez pas de ski, les brebis ne vont pas nettoyer la montagne, on va payer des gens pour nettoyer la montagne, ainsi de suite. Donc si vous voulez, bien sûr que vous, dans les politiques territoriales, vous êtes fondamentalement concerné par le goût, mais ce n'est pas les papilles. Il n'y a pas de meilleur goût. Je veux dire, si vous achetez du bio, ce n'est pas par goût, c'est par conviction. Il se trouve que souvent le goût est meilleur, mais pour des raisons qu'on va expliquer. Ce n'est pas les mêmes méthodes culturelles, a priori. Si c'est du bio, d'à côté de chez nous. Si c'est du bio de Chine, ce n'est pas le même. Donc si vous voulez, effectivement, c'est très important le goût. Et ce qu'on va arriver à faire, nous, on va y arriver petit à petit, j'espère, c'est assurer une transversalité entre tous les acteurs sur ce travail alimentaire, qui sont très nombreux. Le président Reynaud l'a suscité, il vous a expliqué que tous les acteurs et que c'était difficile de les faire travailler ensemble. Nous, un de nos rêves, c'est de créer une plateforme d'échange et de communication sur toutes les personnes, toutes les structures qui œuvrent dans le sens, si vous voulez, de la connaissance territoriale par rapport à l'acte de manger et du choix qu'on en fait. Merci. Vous avez remarqué, ce n'était pas une question, c'était une profession de foi, en fait. Est-ce qu'il y a des questions ou d'autres professions de foi, d'ailleurs? Oui. Oui, j'ai une question. Donc, la notion de goût est subjective, Madame Banzo l'a bien dit, mais il y a généralement la notion de biodiversité, de diversité dans le goût, qui est importante, qui a son importance. Donc, quelle est la place de cette diversité dans les politiques alimentaires qui sont mises en place actuellement et éventuellement aussi dans les recherches, donc en amont? Ça me permettra de faire une petite remarque par rapport enfin non, pas une remarque, mais de répondre à la question qui n'en était pas une. Oui, je suis assez d'accord, c'est que naïvement, moi, j'ai abordé la question du goût par la question de la sensation, enfin, bon, voilà, ce qui m'est proche à moi, enfin, je pense que je l'ai raisonné comme ça. Effectivement, si on raisonne le goût en termes de contexte, d'engagement, on a quelque chose qui est complètement différent. Et
je comprends très bien les vidéos qui ont été faites et c'est juste effectivement une approche que je n'avais pas faite immédiatement. Mais là, je me retrouve beaucoup plus, en tout cas en tant que géographe, dans une totalité. Et il y a bien des interactions. Effectivement, le goût amène à faire des choix. Et les choix amènent à travailler le goût. Enfin, il y a des interactions qui sont fortes. Et je trouve que c'est intéressant, effectivement, de raisonner à un sens plus large. Et merci de m'avoir ouvert mes perspectives. Sur la question de la diversité, elle est partout. En fait, la première chose qui s'est passée lorsqu'on a commencé à travailler sur les projets alimentaires territoriaux, c'est qu'on s'est rendu compte que il y avait une grande diversité de projets et que dans le matière alimentaire, ça donne lieu à une grande diversité d'approches. On peut approcher par la question, par exemple, du goût et de le maintien d'une tradition. On peut approcher par la question sociale, on peut approcher par la question de maintenir l'agriculture sur le territoire, on peut approcher de tas de manières. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il y a autant d'initiatives, d'engagements, qu'il y a de personnes qui se regroupent autour d'une idée, qu'ils partagent. Et donc, cette diversité, elle est essentielle. Et pour nous, évidemment, lorsqu'on est chercheur, c'est toujours essayer de pas trop se laisser embarquer par tout ce qui est divers, mais d'essayer de trouver du sens ou des rapprochements, des catégories. C'est un peu comme ça qu'on raisonne, essayer de structurer toute cette diversité, pas la structurer pour l'enfermer, mais pour essayer de comprendre quels en sont les principaux ressorts. C'est ça notre fonctionnement. Et quant à la recherche, oui, il y a aussi des diversités d'approches. L'originalité peut-être de ce qu'on a voulu faire, en tout cas au moment où a été créé le programme, au-delà de créer un réseau à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, c'était aussi de faire un peu contrepoids aux travaux qui étaient très centrés sur les agglomérations, sur les villes, sur les agglomérations urbaines et sur les politiques urbaines en matière d'alimentation. Et se dire que, en fait, cette question alimentaire, elle ne touchait pas uniquement les villes, elle concernait aussi, il y a aussi une réelle volonté dans les territoires ruraux de créer des initiatives alimentaires de proximité et de créer du lien entre les gens, entre les agriculteurs et les consommateurs. Voilà, donc c'était un des objectifs. Mais il y en a qui rentrent plus par la gouvernance, il y en a qui vont rentrer plus par la santé, il y en a qui vont rentrer... Je ne sais pas si je réponds à la question, mais cette question de diversité, elle est essentielle en fait. Et c'est comment en recherche on l'aborde qui nous... Enfin, c'est un de nos questionnements. On va prendre une dernière question. Oui, je vous en prie, monsieur. Appuyez sur le bouton. Non, c'est moi qui devrais... C'est bon, merci. Oui, je disais, je suis géographe à Poitiers, donc avec Maïté. Bonjour Maïté, bonjour à tous. Et je suis vice-président de l'ANA également, donc avec Jean-Pierre. J'avais une question en particulier à Jean-Pierre. On parlait de la question qui était posée tout à l'heure sur le budget agricole en fait, de la région. Et là, on voit qu'on est sur une question de politique alimentaire. Est-ce qu'il n'y a pas une ambition qu'on pourrait avoir d'avoir un budget sur l'alimentation, pour le coup, qui serait budget de l'agriculture et de l'alimentation ? Et ça rejoint sur le deuxième point également que je voulais soulever, c'est que c'est vrai que l'économie reporte principalement sur les filières, sur l'agriculture. Donc on a une construction depuis longtemps des politiques publiques sur le poids de cette économie, de cette agriculture. Et là, on parle de territoire. Est-ce qu'effectivement, on ne pourrait pas avoir une ambition plus forte pour développer les actions du type de PQNA ou de ce que font les chercheurs sur les approches territoriales comme les projets agricoles territoriaux? Est-ce qu'il n'y a pas un équilibre à trouver plus fort en direction des territoires pour les politiques qui soient à la fois agricoles, mais aussi peut-être demain alimentaires? Merci. Oui, bonjour Franz, je ne t'avais pas reconnu avec le masque. Donc,
Moi, je crois que dans le... Pourquoi pas? Donc, je crois qu'on est sur une période où, effectivement, on va être amené à réfléchir et à proposer des évolutions. Mais je crois que dans le cadre de la feuille de route Néo-Terra, donc, qui est venue après un gros travail sur le réchauffement climatique et le respect de la biodiversité, donc avec Acclimatera et Ecobios, donc va dans ce sens-là, malgré tout, parce que quand on parle d'agriculture, derrière, c'est quand même valeur aujourd'hui à un très très grand pourcentage lié ou tourné vers l'alimentation. Donc l'alimentation, d'ailleurs, je ne sais pas s'il faudra peut-être à l'avenir, puisque il y a une nouvelle mandature qui va bientôt arriver. Donc, alors je ne sais pas qui en aura la charge, mais je ne sais pas s'il ne faudrait pas effectivement rebaptiser le service et intégrer cette notion d'alimentation, parce que c'est quand même la première mission de l'agriculture, donc c'est de nourrir. Après, il peut y avoir quelques éléments, mais qui seront toujours secondaires. Et on ne peut pas imaginer accompagner l'agriculture sans être attaché à l'aspect animation ou équilibre des territoires. Donc, effectivement, aujourd'hui, il y a une attractivité tellement forte des métropoles. Donc, c'est comment on arrive à faire maintenir une vie dans nos territoires, parce que on parle de cette animation, parce que quand on parle sur les missions de PQNS, c'est aussi installer des jeunes, c'est comment on fait venir des jeunes agriculteurs, parce que c'est quand même un des enjeux ou des défis que nous avons à relever qui sont les plus importants, parce qu'aujourd'hui on arrive quand même à un seuil qui devient critique, parce que si on veut produire et créer de la valeur, ça se fait qu'avec les hommes, ça se fait pas avec des machines et en agrandissant les exploitations. Donc c'est pas comme ça qu'on répondra à ces critères. Donc je crois qu'il faut et l'agriculture est quand même un élément important de la vie des territoires. C'est pas le seul élément de la ruralité, mais ça est un des importants. Et on a besoin d'avoir des territoires qui soient vivants pour attirer des jeunes, parce qu'on ne va pas attirer des jeunes s'il n'y a pas d'école, s'il n'y a pas de médecins, s'il n'y a pas de... Voilà, quand je parlais d'écosystème, c'est ce que je veux dire. Les territoires, on les fera vivre si tout l'écosystème continue d'exister. Voilà, parce qu'on a besoin de tout ça. Mais moi, je peux partager ce que tu dis, Franz. Donc, pourquoi pas faire évoluer un peu le titre de la direction qui est dans mon périmètre, donc qui est très large déjà, donc, mais avec cette notion qui est plus proche je crois, des citoyens que le titre qui est actuel. Merci Jean-Pierre. J'aurais juste une petite réaction complémentaire très, très brève pour dire que, au-delà de la position que vous venez de prendre, Monsieur Reynaud, qui est tout à fait légitime, enfin voilà, c'est votre rôle. Moi, ce que je pense qui serait intéressant pour répondre à la question de Franz Génaud, c'est aussi de se dire que, enfin moi, la lecture que je fais de la politique régionale, sur cette question de agriculture, alimentation et territoire, elle est très plurielle. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a l'agriculture qui est mise en œuvre avec la feuille de route agriculture, c'est un appui très fort, mais il y a aussi d'autres directions qui sont mobilisées. Je pense à la DATAR sur l'appui au territoire, je pense à la direction de l'éducation et des lycées sur la question de la restauration collective. En fait, si on cherche à tracer tous les financements qui servent à ce propos, à valoriser à la fois le goût, l'alimentation et les territoires, ça vaudrait peut-être le coup de faire une espèce d'assemblage à un moment donné. On s'apercevrait que les moyens financiers sont
sont au-delà de la simple direction de l'agriculture. Moi, j'en veux pour preuve, on parlait du goût. Pour moi, l'action emblématique qui est menée actuellement sur ce sujet-là et qui croise agriculture, alimentation, territoire et goût, pour moi, c'est les gastronomades. C'est l'événement majeur qui se passe depuis pratiquement 20 ans, si ce n'est pas plus, à Angoulême, et qui mobilise à la fois des gens de la restauration collective, des hôpitaux, des écoles, des cantines, etc., avec des grands chefs qui viennent justement faire cette sensibilisation et cet apprentissage du goût au commun des mortels, c'est-à-dire que là on est vraiment en prise directe avec le consommateur, c'est pas du truc élitiste, c'est pas de la niche, c'est justement la fusion d'un accès populaire avec un élément très qualifié, quoi. Et ce projet-là, il est financé notamment dans le cadre du contrat de territoire de l'agglo d'Angoulême. Donc certainement aussi avec l'agriculture, mais ça montre la subtilité des montages budgétaires et financiers. Bonjour, Isabelle Perroche de l'Agence de l'alimentation Nouvelle-Aquitaine. Juste préciser qu'on a remporté au mois de juillet un projet sur la châtaigne, puisqu'on veut effectivement relancer ce projet sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine en faisant justement une étude. Donc je pense qu'on va reprendre contact avec vous, monsieur, par rapport à tous les éléments que vous avez donnés, pour travailler aussi sur une route un peu de la châtaigne en Europe. Croiser aussi les process et en faire une filière qui puisse effectivement apporter de la valeur à nous et à des collègues européens, puisqu'effectivement, comme disait Jean-Pierre Reynaud, les fonds européens, encore faut-il aller les chercher en allant chercher des projets, en les montant tous ensemble pour développer notamment des actions de territoire. Donc c'est aussi une des actions de l'ANA. Par rapport aux gastronomades, pour moi qui suis souvent sur le terrain, il y a plein d'actions comme ça. On a l'exemple du Carrefour des métiers de bouche, bien sûr, qui a lieu à Niort tous les 2 ans. On a aussi Toc et Porcelaine qui bénéficient aussi de fonds région, de fonds ville, pour faire vivre à la fois les savoir-faire, les produits de luxe, la gastronomie qui à chaque fois mêle les grands chefs. Ces beaux projets-là où on a effectivement la RHD, les chefs, les hôpitaux, le grand public et tout, c'est la démocratisation en soi de la gastronomie, le produit de qualité, le goût, tout ça étant bien évidemment complémentaire avec la vie des territoires, sculpter les paysages, développer l'activité économique. En tout cas, merci pour cette intervention de ce matin. Et pour compléter ce que vient de dire Isabelle, donc on a aussi le concours des saveurs, donc qui met le goût quand même en valeur, donc manifestation qui a été organisée en l'ex-Poitou-Charentes et que nous avons aujourd'hui mis sur l'ensemble de la région. Donc malheureusement cette année c'est un peu compliqué, mais oui. Voilà, ça reste une manifestation exemplaire.